bienvenue, bonjour à tous. Merci de vous être connectés. En tous les cas, nous sommes réunis ici dans les locaux de l'association Le Don du Souffle pour le 5e webinaire de l'année 2022. 5e webinaire qui illustre en tous les cas une volonté de notre association d'apporter au plus grand monde professionnel un éclairage sur des sujets très variés. On a parlé guerre biologique, biochimique, on a parlé sommeil, et puis on a parlé la dernière fois à l'occasion d'Octobre Rose d'activité physique et de cancer. Et aujourd'hui, c'est peut-être un sujet, si ce n'est plus léger, mais en tous les cas aussi important, qui est celui de l'activité physique adaptée au cours de la grossesse, et probablement un sujet qui a été, par excès de précaution, enfin, alors je le disais tout à l'heure, j'ai eu 3 enfants, donc j'ai l'impression de tout savoir, c'est pas vrai, mais souvent, attention, on ne fait pas trop d'exercice, et j'ai l'impression qu'on va peut-être aller contre des idées reçues là aussi, et que ce n'est pas exactement comme ça qu'aujourd'hui, on voit l'activité physique au cours de la grossesse ou au décours de la grossesse. Alors, l'association Le Don du Souffle, c'est une association qui a 50 ans. C'est une association qui a plusieurs piliers dans ses activités. On est surtout très axé sur le sommeil, du diagnostic et de l'accompagnement du traitement. On est bien sûr dans un organisme de formation pour les professionnels de santé. Et puis, on a une activité basée sur l'activité physique adaptée. Et c'est là aussi quelque chose d'important au sein de l'association, qui est de développement plus récent, mais qui illustre et qui fait le lien avec notre soirée d'aujourd'hui. Alors, pour cette soirée, moi, je remercie beaucoup nos modérateurs, le docteur Nicolas Mottet, qui est gynécologue obstétricien, responsable de l'école de maïeutique à l'UFR Santé. Et puis, on a un représentant de l'association Coccinelle. Oh, salut. Un représentant de l'association Coccinelle qui va se joindre à nous et qui n'est pas encore arrivée, mais on compte sur elle et je la laisserai se présenter. L'association Coccinelle est là depuis 2004 et elle contribue à, là aussi, accompagner les parents, mais je les laisserai bien sûr développer leur association. Et puis, on a bien sûr 2 intervenants qui vont nous accompagner au cours de cette soirée et nous donner des points de repère sur le thème de la soirée. Madame Clémentine Delay, qui est sage-femme et qui est particulièrement impliquée sur l'activité physique et dans pas mal de facettes. Donc, si j'ai bien compris, je la laisserai là aussi explorer ces facettes. Et puis, Madame Ophélie Ritter, qui est professeure d'activité physique adaptée, elle est responsable de l'activité physique adaptée au sein de l'association, docteur en sciences, et là aussi qui a un regard sur l'apport de l'activité physique adaptée dans la prise en charge en général de la maladie. C'est des choses qui sont vraiment passionnantes aujourd'hui et puis qui sont aussi bien sûr très adaptées pour la femme enceinte. Et là, c'est le thème de la soirée. Voilà, je vais laisser nos modérateurs, nos intervenants vous faire vibrer au cours de cette soirée. Je ne serai pas très loin, non pas pour les surveiller, mais pour les écouter. Et on accueille comme ça la représentante de l'association Coccinelle qui nous rejoint. Et je laisse donc les 2 modérateurs. J'ai présenté l'association Médicalité de 2004. Je ne sais pas si c'est ça. Et puis que vous étiez aussi vraiment depuis ces années-là dans l'accompagnement des parents, des enfants, du développement de l'enfance. J'ai bien compris. Le portage, l'allaitement, le sommeil. Voilà, mais vous serez à même d'expliquer tout ça. Voilà. On aura des contraintes de temps. Il faut vraiment qu'à 19h50, on ait terminé. C'est à peine plus tôt que ce qu'on avait dit pour des problèmes de sécurité de nos locaux. Mais ça laisse quand même un peu de temps pour aborder la question. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Alors, on prend notre rôle de modérateur. Lucie, donc, je pense qu'on est très content de toi pour co-animer cette soirée. Il y avait un programme qui avait déjà été établi avec 2 interventions. Peut-être qu'on peut proposer, c'est déjà de lancer des interventions et puis ensuite de proposer un temps d'échange avec nos différents points de vue. Et je pense que les discussions peuvent être très riches. Donc, on laisse Clémentine
commencer cette soirée. Moi, je tenais déjà à remercier Ophélie d'avoir pensé à moi pour vous présenter les modifications physiologiques de la femme enceinte dont il va falloir tenir compte pour promouvoir l'activité physique pendant la grossesse et puis la reprise en postpartum. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. Les principaux freins invoqués par les femmes en dehors de toute grossesse à la pratique d'une activité physique ou sportive, c'est bien évidemment le rythme de vie, c'est les créneaux horaires qui sont inadaptés, c'est le manque de temps et la situation familiale qui empêche une pratique régulière, même si les femmes ont bloqué un créneau spécifique pour le sport. Et on s'aperçoit que plus de la moitié des femmes pratiquant une activité sportive le font simplement quand elles ont le temps. Alors, au-delà de ces conditions pratiques, on voit aussi que les femmes ont un rapport ambigu au sport et elles recherchent le bien-être à travers le sport, mais elles ne le pratiquent pas l'esprit libre. En effet, le principal frein mis en avant par les femmes, bien avant les conditions matérielles, c'est surtout un blocage personnel à deux niveaux. Vis-à-vis d'elle-même, on s'aperçoit qu'une sportive sur deux déclare ne pas se sentir à la hauteur ou ne pas aimer son apparence quand elle le pratique. Et puis vis-à-vis des autres, et plus d'une sportive sur trois a peur du regard des autres. Alors, qu'en est-il pendant la grossesse? Eh bien, malheureusement, on considère encore bien trop souvent que les femmes enceintes sont vulnérables et on leur conseille encore de réduire leur activité physique. On constate une première diminution de l'activité physique ou sportive au premier trimestre de la grossesse, dès lors qu'elles apprennent qu'elles sont enceintes, et on constate une deuxième diminution au troisième trimestre. Et seulement 25% des femmes suivent les recommandations qui sont de faire une demi-heure d'activité physique pendant tout le long de la grossesse. Alors, qu'en est-il de ces modifications morphologiques pendant la grossesse? Eh bien, la principale évolution, en tous les cas la plus visible, c'est la prise de poids, qui est en moyenne comprise entre 10 et 15 kilos. Et cette prise de poids, on le sait aujourd'hui, va pouvoir être contrôlée, limitée à 12 kilos environ, si la patiente suit une activité physique ou sportive tout le long de sa grossesse. Cette prise de poids entraîne par ailleurs un rehaussement du centre de gravité, ce qui modifie l'équilibre du corps de la future mère. Ce changement de centre de gravité peut expliquer les lombalgies fréquentes chez la femme enceinte et éventuellement provoquer des chutes et des traumatismes, d'où l'importance du choix des activités physiques pendant la grossesse. Enfin, sous l'action de la protrusion de l'utérus gravide, le rachis va accentuer ses courbures. On constate une augmentation de la syphose dorsale, de la lordose lombaire et de l'antéversion du bassin. Concernant les adaptations cardiovasculaires, eh bien, la fréquence cardiaque progresse rapidement dès le premier trimestre, ce qui entraîne une augmentation de l'ordre de 40% du débit cardiaque. On constate également une diminution du retour veineux et une augmentation du risque de malaise lié à la compression de l'utérus gravide. Les activités physiques en décubitus dorsal sont donc contre-indiquées dès le deuxième trimestre. Et puis, il faut savoir également que l'anémie physiologique peut causer de la fatigue et un essoufflement chez la femme enceinte. Concernant maintenant les adaptations ventilatoires, eh bien, avec l'augmentation de la pression intra-abdominale, le diaphragme se retrouve peu à peu refoulé et remonte d'environ 4 cm. Il s'installe alors une hyperventilation qui explique la sensation de dyspnée pour la majorité des femmes enceintes. Et l'adaptation cardio-respiratoire de la femme enceinte est donc parfaitement adaptée à une activité physique modérée, mais elle l'est beaucoup moins pour une activité soutenue. Alors, concernant les modifications ostéo-ligamentaires, eh bien, sous l'influence hormonale, la relaxine, les estrogènes et la progestérone, eh bien, on constate un relâchement ligamentaire et on retrouve une hyperlaxité de toutes les articulations. Ces gains de souplesse et d'amplitude articulaire peuvent être bénéfiques pour la réalisation de certaines activités physiques, comme la gymnastique, mais cette instabilité nouvelle peut aussi être potentiellement source de traumatisme accru. Il faut donc faire particulièrement attention. Et l'hyperlaxité ligamentaire peut en effet être à l'origine d'une déstabilisation à la marche, d'une mobilisation de la symphyse douloureuse, de sciatalgie, de douleurs lombosacrées liées à l'hyperlordose et de crampes des membres inférieurs. Alors, je vous ai trouvé un tableau qui récapitule un peu toutes ces modifications dont on a parlé. Et vous pouvez constater sur ce tableau qu'il n'est aucunement notion de périnée. Et pourtant, alors on parle malheureusement peu des conséquences directes de la grossesse sur le périnée. Et pourtant, la grossesse fragilise le périnée par des phénomènes physiologiques, à la fois mécaniques et hormonaux. En effet, il y a une modification des forces intra-abdominales vers la fente vulvaire et non plus vers la zone anocoxygène lorsque l'utérus est gravide.
Et puis, le périnée est lui aussi touché par la diminution du tonus musculaire et ligamentaire du fait de l'imprégnation hormonale. Et le sport, qu'en est-il par rapport au périnée? Eh bien, effectivement, l'activité physique intense est identifiée par la Haute Autorité de Santé comme un facteur de risque d'incontinence urinaire d'effort. Chez les sportives, le risque d'incontinence urinaire d'effort est en effet multiplié par 2 par rapport aux femmes non sportives du même âge. Les chiffres sont alarmants. Selon une étude menée auprès de 291 athlètes de haut niveau, plus de la moitié ont déjà présenté des fuites urinaires. Et les sports les plus à risque sont la gymnastique, la danse, l'aérobic, le badminton, le volley, l'athlétisme, le hand et le basket. Alors, la pratique excessive d'exercices abdominaux sans contrôle de la musculature périnéale augmente les forces de pression sur le périnée et peut être à l'origine d'une dégradation. L'incontinence urinaire de la sportive n'est vraiment pas le fait de traumatisme direct du périnée, mais elle est essentiellement due à un mécanisme indirect d'hyperpression intra-abdominale. Et d'ailleurs, une étude a montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'équitation, qui a fort impact périnéal, et la natation en ce qui concerne les fuites urinaires. Du coup, quand on associe à la fois l'activité physique et la grossesse, on demande au périnée un double effort. Une éducation périnéale préventive s'est néanmoins montrée efficace pour les pratiques sportives. Cette éducation périnéale doit se dérouler en lien avec les différents bilans, à la fois de la posture, des abdominaux et des muscles du plancher pelvien. Alors, concernant tous les risques qu'on attribue au sport pendant la grossesse, comme la fausse couche, le retard de croissance utérin, les traumatismes abdos, la prématurité, eh bien, tous ces risques sont en réalité de gravité mineure et très peu retrouvés. Si l'on respecte les recommandations et les contre-indications, eh bien, on ne retrouve aucun risque de fausse couche. Voilà. Et puis, la pratique d'une activité physique est au contraire ni à risque de prématurité, ni à risque de post-terme. Concernant le retard de croissance intra-utérin, il faut savoir que l'activité physique n'a aucune incidence sur la circulation fœto-maternelle. Par contre, elle peut avoir un effet délétère sur la circulation fœtale en cas de retard de croissance intra-utérin, ce qui fait du retard de croissance intra-utérin une contre-indication absolue à la pratique d'une activité sportive. Par contre, l'activité physique ou sportive, si l'on suit les recommandations, n'a aucun retentissement sur le poids de naissance, voire au contraire, il semblerait qu'une activité physique adaptée permet un poids de naissance standard et on retrouve moins de faible poids de naissance et moins de poids de naissance supérieur au 90e percentile chez les femmes qui ont une activité physique régulière. Eh bien, la température corporelle reste également équilibrée chez la femme enceinte grâce à l'augmentation de la conductance de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, et cela grâce à l'augmentation de la vascularisation cutanée et à l'augmentation de la fréquence respiratoire. Néanmoins, la dissipation de la chaleur peut malgré tout être gênée, et en cas de sueur abondante, il est conseillé de faire de l'activité physique en atmosphère aérée, d'éviter les atmosphères chaudes, le hammam et le sauna au premier trimestre. Alors, on l'a vu, la pratique sportive n'est pas dangereuse ni pour la mère ni pour le bébé, si l'on suit les recommandations. Et elle doit même être encouragée pendant la grossesse, car les bénéfices sur la santé maternelle et fœtale sont importants. L'activité physique améliore l'image de soi. Elle diminue la fatigue et l'anxiété du premier trimestre et elle permet de mieux vivre les modifications corporelles liées à la grossesse. L'activité physique diminue le risque de dépression prénatale et on constate même une diminution significative de la dépression du postpartum chez les femmes enceintes qui sont restées actives pendant la grossesse. Elle favorise en outre le bien-être physique avec moins de syndrome douloureux abdominal du 4e trimestre et moins de lombalgie. On l'a vu, une activité physique régulière permet de limiter la prise de poids et diminue aussi le risque de surpoids et d'obésité après l'accouchement pour les femmes qui pratiquent une activité tout au long de la grossesse jusqu'au 3e trimestre inclus. Le retour au poids antérieur à la grossesse se fait dans l'année qui suit chez les femmes qui pratiquent une activité physique ou sportive tout au long de la grossesse. Et les femmes qui conservent une activité physique régulière retrouvent plus rapidement une tonicité de la sangle abdominale. On constate aussi que l'activité physique diminue la pathologie veineuse, varices et thrombose veineuse. Et si cette activité physique est aquatique, eh bien, elle va également diminuer les symptômes d'œdème des membres inférieurs et de lourdeur des jambes.
On sait également qu'une activité physique ou sportive régulière va permettre de diminuer le risque de diabète gestationnel et d'hypertension. Cette diminution sera d'autant plus significative que l'activité physique ou sportive sera débutée dans l'année qui précède la grossesse. Ce qui semble donc important, c'est de sensibiliser les femmes dès la consultation préconceptionnelle. Par contre, on sait également que si la patiente va au-delà des recommandations, le bénéfice concernant l'hypertension disparaît. Il est donc important de bien suivre les recommandations et de ne pas aller au-delà. Les bénéfices ne concernent pas que la femme, ça concerne aussi l'enfant. Et l'activité physique de la femme enceinte est bénéfique également pour le fœtus. L'exercice physique ne modifie pas le risque de prématurité et probablement même le réduit. Ces bénéfices persistent également après la naissance avec une régulation du poids de naissance et une amélioration du neurodéveloppement. Des études montrent même que l'activité physique pendant la grossesse est notamment positive pour le développement du langage chez l'enfant de 18 mois à 5 ans. Et il y a même une étude qui montre qu'à 12 mois et à 24 mois, les scores de QI sont plus élevés parmi les enfants des femmes physiquement actives pendant la grossesse. Concernant la durée et le mode d'accouchement, la pratique de l'activité physique n'allonge pas la durée du travail. Au contraire, elle la raccourcit. Chez les sportifs de haut niveau, ayant répondu à un questionnaire sur le mode d'accouchement, les premiers résultats montrent que le nombre de césariennes est faible et qu'il n'y a pas d'augmentation du mode d'accouchement instrumental. Les bénéfices de l'activité physique sur la santé physique et mentale ont conduit à la mise en place de recommandations internationales spécifiques pour les femmes enceintes. Et durant la grossesse, il est ainsi recommandé de pratiquer de l'activité physique aérobie, type marche, vélo, à raison de 30 minutes 3 fois par semaine, ainsi que du renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine. Ce renforcement musculaire doit être global et léger, et les exercices doivent permettre d'améliorer la posture, de réduire les risques de douleurs lombaires et d'incontinence urinaire, en plus de favoriser la reprise après l'accouchement des gestes de la vie quotidienne demandant force et endurance. Concernant la reprise après l'accouchement, les modifications physiologiques et morphologiques induites par la grossesse persistent 4 à 6 semaines après l'accouchement. En l'absence de contre-indication, la reprise d'une activité physique ou sportive doit être progressive, adaptée à chacune, mais elle peut être rapide pour certaines, après accord évidemment du médecin ou de la sage-femme. Pour les femmes qui allaitent, la reprise d'activité physique n'est pas contre-indiquée, mais il faut programmer les tétées ou tirer le lait avant l'exercice. Les recommandations internationales. Alors en France, la Haute Autorité de Santé a publié ses recommandations professionnelles en 2005. Commencer ou continuer une activité sportive modérée pendant la grossesse est possible, mais les femmes enceintes doivent être mises en garde contre les dangers de certains sports de contact, les sports violents et les jeux de raquettes énergiques qui peuvent provoquer des traumatismes au niveau de l'abdomen, des chutes et de trop grandes contraintes sur les articulations. 6 recommandations principales. 1. Il faut inciter les femmes enceintes ne présentant pas de contre-indication à avoir une activité physique modérée, régulière, incluse dans leur mode de vie, activité en aérobie et exercice de renforcement musculaire. 2. L'objectif est de maintenir une bonne forme physique sans objectif de performance ou de compétition. On cherche la régularité et non pas la performance. La femme enceinte qui pratique une activité physique ou sportive doit toujours être capable de parler pendant l'effort. Les activités choisies sont celles où le risque de perte d'équilibre ou de traumatisme est moindre. 4. Il faut informer les femmes que l'exercice ne fait pas augmenter le risque de complications lors d'une fausse couche ou le risque néonatal. 5. Les exercices du plancher pelvien, commencés peu de temps après l'accouchement, pourraient réduire le risque d'incontinence urinaire future. 6. Il faut informer les femmes que l'exercice physique modéré pendant l'allaitement n'affecte ni la quantité, ni la composition du lait, ni la croissance de l'enfant. En conclusion, pour toutes les femmes, mettre au monde un enfant est une vraie performance physique et certains chercheurs l'ont même comparé scientifiquement à certains efforts sportifs. De nombreux groupes musculaires sont sollicités lors de l'accouchement et de plus en plus fortement au fur et à mesure que le travail progresse, et cela jusqu'à l'expulsion. Il a été démontré que pratiquer une activité physique ou sportive pendant la grossesse augmentait l'efficacité de la patiente lors de l'accouchement et diminuait même le risque de césarienne. C'est pourquoi, en 2020, les ministères des Sports et de la Santé
ont constitué un groupe de travail pour élaborer un guide pour promouvoir l'activité physique pendant la grossesse et sa reprise en postpartum. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Ophélie. Alors, donc moi, je vais vous parler vraiment de l'activité physique. Pourquoi l'activité physique adaptée? Parce qu'effectivement, pendant la grossesse, elle doit être un petit peu plus adaptée. Comment la pratiquer? Il y aura peut-être des petites redondances, donc je passerai plus vite parce que ce sera un petit peu répétitif. Donc, un bref état des lieux de l'activité physique chez les femmes pendant la grossesse et le postpartum. Pourquoi pratiquer une activité physique adaptée pendant la grossesse? Les risques liés à la sédentarité et à l'inactivité physique, les bénéfices de l'activité physique pour la maman, l'accouchement, l'enfance, les idées reçues au regard des contre-indications réelles, et comment pratiquer donc, les activités, les adaptations et la surveillance pendant l'activité physique. Alors, bref état des lieux, qui a quand même une diminution de 16% de la proportion des femmes physiquement actives en 10 ans. Et on constate que plus d'une femme sur 5 est sédentaire et inactive. Alors, sédentaire et inactive, je vais juste le définir rapidement. L'inactivité, c'est le fait de ne pas pratiquer l'activité physique. La sédentarité, c'est le fait de passer beaucoup de temps avec une dépense d'énergie faible, donc par exemple assise ou couchée. Et donc, ce sont deux facteurs de risque indépendants de développer des maladies chroniques. Et donc, voilà, il y a pas mal de femmes qui présentent les deux facteurs de risque. Donc, la grossesse, évidemment, on comprend bien que ça peut être un moment critique à bien des égards, notamment pour l'activité physique, parce que il y a quand même une persistance de ces peurs, ces craintes autour de l'activité physique. Alors, il y a peu d'études, de plus en plus, mais ça reste sporadique quand même. Les études montrent qu'il y a une diminution progressive du niveau d'activité physique durant la grossesse et le postpartum, alors que la sédentarité, elle, a tendance à augmenter. La diminution, elle est encore plus marquée chez les femmes qui ont moins de 35 ans, les patients qui bénéficient d'un traitement pour infertilité, les femmes avec un faible niveau socio-culturel et les femmes qui étaient déjà inactives avant la grossesse. Et les femmes en surpoids donc, sont plus à risque de complications périnatales, donc de diabète, d'hypertension artérielle, de prééclampsie et de menaces d'accouchement prématuré. Il faut préciser que ça concerne un nombre substantiel de patients parce qu'environ 20% des femmes enceintes sont déjà en surpoids avant la grossesse. Enfin, donc 20% des femmes sont déjà en surpoids avant la grossesse et 12% sont obèses. Donc, c'est quand même un nombre considérable. Alors, pourquoi pratiquer une activité physique adaptée? Donc, de manière générale, l'inactivité physique et la sédentarité, donc je les ai définis tout à l'heure, représentent des facteurs de risque indépendants de développer des morbidités, c'est-à-dire des maladies, et de mortalité. L'activité physique, en revanche, est bénéfique pour la santé et permet de prévenir et de prendre en charge une maladie chronique. Donc, c'est pour ça qu'elle fait l'objet de recommandations, de guides et de plans de prévention en population générale, mais aussi pour les personnes porteuses d'une maladie chronique ou d'un ou plusieurs facteurs de risque. Et donc, pourquoi pratiquer une activité physique? Alors, la grossesse, c'est une période de vulnérabilité, mais pas seulement. Donc, d'après les résultats obtenus à travers plusieurs études, c'est aussi un moment qu'on peut juger propice pour adopter des comportements bénéfiques à la santé, par exemple l'arrêt du tabac, améliorer sa nutrition et pratiquer une activité physique plus ou moins régulière. Donc, il y a une motivation qui peut être intrinsèque. D'abord, la volonté chez la femme de modifier ses habitudes de vie, si cela est bénéfique pour son futur enfant, évidemment. Il y a des leviers extrinsèques, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi un suivi médical régulier, renforcé durant toute la grossesse et aussi en postpartum. Donc, ça peut être le moment de mettre en place des choses avec le professionnel de santé qu'on voit régulièrement. Donc, sous couvert d'un avis favorable du professionnel qui fait la grossesse, il convient d'inciter les femmes à devenir ou demeurer physiquement actives tout au long de la grossesse et également après l'accouchement. Alors, les risques liés à la sédentarité et l'inactivité physique sont principalement donc, pour la femme pendant la femme enceinte, la détérioration de la condition physique avec un essoufflement, une fatigue plus intense, une douleur dans la région lombaire, de l'abdomen et du bassin, qui sont liés à un déficit musculaire, le gain de poids excessif, donc, comme l'a dit Clémentine tout à l'heure, notamment au 3e trimestre, un risque accru de diabète gestationnel, d'hypertension artérielle, de prééclampsie et des difficultés à récupérer, évidemment, après l'accouchement.
Les bénéfices de l'activité physique, alors je vais les passer très vite parce qu'on les a déjà donnés tout à l'heure. Maintien ou amélioration de la condition physique, prévention des complications autour de la grossesse, prééclampsie, tension gestationnelle, la prévention du diabète gestationnel et éventuellement d'un diabète ultérieur, parce que ça peut arriver que chez une femme qui a un diabète pendant la grossesse, le diabète soit toujours présent après la naissance. Amélioration de la circulation veineuse et du transit intestinal, c'est important. Je pense que beaucoup de... Je pense que ça paraît un détail comme ça par rapport au reste, mais pour le confort de vie pendant toute la grossesse, c'est important. La diminution des douleurs lombaires et pelviennes lors de la grossesse, la prévention d'une prise de poids excessive et aide à perdre le poids en postpartum, diminution du risque d'incontinence urinaire par la protection justement du périnée, la prévention et l'amélioration des symptômes dépressifs en postpartum, le renforcement de la ceinture musculaire abdominale et la limitation des douleurs lombaires, amélioration de la qualité du sommeil, ce qui est important aussi pour les femmes enceintes, mais aussi pour les jeunes parents, et la réappropriation du corps en postpartum. Les bénéfices de l'activité physique, donc pour l'accouchement, durée du travail un petit peu raccourcie, moins de recours à la césarienne, durée d'expulsion légèrement réduite, risque de recours à une extraction instrumentale diminuée, meilleure récupération après l'accouchement. Les bénéfices physiques pour l'enfant, donc il y a la prévention du risque de gros poids de naissance, du développement d'une obésité. Alors ça, il y a un niveau de poids qui est un petit peu plus faible, mais ça permettrait de prévenir une obésité, une insulinorésistance ou un diabète de type 2 chez le futur enfant, par la prévention justement de la prise de poids excessive pendant la grossesse chez la maman. Le neurodéveloppement de l'enfant à naître serait amélioré chez les mamans physiquement actives. Donc, à la naissance, dès la naissance et les premières semaines de vie, on va dire, les capacités à s'orienter, à réguler l'état émotionnel, à discriminer les sens seraient plus développées chez ces enfants, les enfants de mamans physiquement actives. Et dès l'âge de 12 mois, il y aurait des scores psychomoteurs, d'apprentissage et d'acquisition du vocabulaire qui seraient supérieurs. Alors, je vais juste vous parler rapidement des 1000 premiers jours. Donc, les 1000 premiers jours, c'est un concept un petit peu nouveau, mais qui est en vogue en ce moment. Donc, qui dit notamment que le comportement de la femme durant la période périnatale a une incidence sur sa propre santé, mais aussi sur les habitudes de vie et la santé future de l'enfant. Donc, on intègre en fait le développement de l'enfant de la préconception jusqu'à l'après, voilà, on prend tout en compte. Donc, les effets que peut avoir une activité physique durant la grossesse poursuivie en postpartum, favoriser les liens d'attachement, développement psycho-affectif et psychomoteur de l'enfant. Donc, ça prévient et améliore les symptômes dépressifs. 10 à 15% des mères et 30% mériteraient une attention particulière, donc c'est quand même assez fréquent. Là, on est quasiment à une femme sur 3 qui a quand même des symptômes un peu de dépression. Donc ça prévient les troubles du comportement, de l'apprentissage et la dépression également chez l'enfant. Ça favorise le lien social pour la mère et éventuellement l'enfant. Ça permet de pratiquer on peut pratiquer une activité physique soit seule, soit avec son enfant, pour justement développer ces liens d'attachement. C'est important de favoriser un mode de vie, un environnement sain, donc ça passe aussi par l'activité physique. L'adulte est l'héritier de l'enfant qui a été, donc l'environnement de l'enfant dépend de l'environnement et du mode de vie de ses parents, évidemment. Donc, une activité physique chez le jeune enfant, ça permet aussi d'avoir des effets positifs sur l'apprentissage, sur l'autorégulation, sur l'attention. Alors, halte aux idées reçues. Donc, il y a eu des études sur l'activité physique et on n'a pas observé d'effets négatifs de l'activité physique comme ceux qu'on imaginait, c'est-à-dire le risque d'avortement spontané, d'accouchement prématuré, de petits poids ou de petite taille de naissance. Donc, on encourt finalement plus de risques pour la santé et celle du bébé en étant sédentaire, au contraire en étant active. Et ça, c'est un message, je pense, qu'il faut largement diffuser parce que ça commence à venir dans les esprits, mais tout doucement. On a quand même tendance à mettre les femmes enceintes un peu sous cloche. Alors, pour l'allaitement, Clémentine l'a expliqué tout à l'heure, pareil, aucun souci de pratiquer une activité physique. Alors, peut-être quand même faire juste un peu plus attention à la femme qui allaite par rapport au périnée, parce qu'il y a encore une imprégnation hormonale
qui est un petit peu différente de la femme qui n'arrive pas. Donc, on sera plus attentif au périnée, mais à part ça, aucune contre-indication. Les contre-indications relatives pendant la grossesse. Alors, ces contre-indications sont à réévaluer, bien sûr, avec les professionnels qui suivent la grossesse, puisqu'elles sont relatives, et dépendent aussi des antécédents de la femme, de son niveau d'activité physique, etc. Donc, on sera plus prudent chez une femme qui a fait des fausses couches à répétition, qui a une hypertension gestationnelle, qui est enceinte de jumeaux, qui a des problèmes, on va dire, d'hémoglobine, de diabète, de malnutrition, de troubles de l'alimentation, comme de l'anorexie ou de la boulimie. Les femmes qui sont en situation d'obésité, quand il y a des limitations orthopédiques, mais là, par exemple, tout ce qui est activité aquatique pourra être proposé. Les maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, donc qu'elles sont légères à modérées, le diabète de type 1 s'il n'est pas contrôlé, l'hypertension artérielle quand elle n'est pas contrôlée, les maladies de la thyroïde, le haut niveau de tabagisme ou tout autre trouble de santé jugé médicalement significatif. Il y a des contre-indications absolues qui sont vraiment exceptionnelles. Donc là, on interdira les activités physiques intenses et on peut même demander à limiter les activités physiques même modérées et se limiter aux activités de la vie quotidienne. Donc, c'est quand même des cas très rares. Donc, on est sur des ruptures prématurées des membranes, du travail prématuré, ou alors un antécédent de naissance prématurée, des saignements vaginaux ou placenta prévia, de la prééclampsie, une béance du col utérin ou un cerclage, un indice de retard de croissance intra-utérine, comme tu l'as dit tout à l'heure, Clémentine, une grossesse de rang très élevé, enfin, de rang élevé, donc on parle de triplé en plus, hein, évidemment, épilepsie non contrôlée ou autre maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, mais cette fois-ci aiguë ou chronique grave, les hémoglobinopathies ou des troubles systémiques. Il y a un questionnaire qui existe, donc le XAAP, qui a été spécifiquement conçu pour aiguiller la prescription d'activité physique chez les femmes enceintes. J'ai mis le lien à la fin du diaporama. Donc maintenant, on va parler de comment pratiquer. Alors, l'activité physique doit être très progressive chez la femme non sportive. Et chez la femme sportive, il faut les sensibiliser sur le fait qu'on recherche une activité physique modérée, qu'on ne recherche absolument pas la performance. La grossesse, c'est une parenthèse dans la vie. Donc, pendant 9 mois, même si on est sportive, on peut accepter le fait qu'on va être un peu moins performante. C'est normal parce que, comme l'a expliqué aussi Clémentine tout à l'heure, il y a de toute façon des modifications anatomiques et physiologiques qui font qu'on va être moins efficace. On ne peut pas lutter contre ça. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, on profite de cette parenthèse, on reste active, et puis tout ce qu'on fait comme activité physique, c'est du plus pour soi et pour son bébé. Alors, on évite les conditions pratiques en situation extrême, donc les ambiances chaudes ou très humides ou mal ventilées, l'altitude. On pense à bien s'hydrater tout au long de la séance. Donc, le grand minimum de 1,5 litre d'eau par jour, ça, c'est si on ne fait rien de spécial. Quand on fait de l'activité physique, évidemment, il va falloir beaucoup augmenter cet apport hydrique. Les activités physiques en position allongée sur le dos, de façon prolongée, doivent être évitées à partir du 5e mois et même avant, si elles sont inconfortables. Il y a des femmes qui, tout au long de la grossesse, n'ont pas de problème à se mettre sur le dos. Il y en a qui vont sentir que c'est inconfortable dès le premier trimestre. Donc, dans ce cas-là, voilà, il ne faut pas forcer. Si ça ne passe pas, ça passe pas. Alors, comment pratiquer ? Toujours, donc la régularité, c'est essentiel. 3 fois par semaine, c'est un bon compromis, en particulier pour les activités aérobies, en ajoutant, si possible, un petit peu de renforcement musculaire. On ne dépasse pas 5 fois par semaine, on laisse quand même un temps à son corps pour se reposer parce qu'on est enceinte, on a besoin de se reposer. On fait déjà une performance rien d'être enceinte. La grossesse, c'est une performance tous les jours. On n'oublie jamais que l'état de forme il peut varier considérablement d'un jour à l'autre durant la grossesse. Donc, si besoin, on diminue la durée de la séance, on peut diminuer l'intensité ou la fréquence si on est davantage fatigué. On se repose si on en a besoin. Pour avoir une idée du niveau d'intensité qu'on nous demande. Donc, vous avez ici l'échelle de Borg modifiée qui vous montre la perception de l'effort. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est un effort modéré, donc c'est de 3, on va dire 3-4, maximum 5. Donc, c'est un effort qui est moyen, qui peut être jusqu'à un petit peu difficile, mais pas plus. On préconise d'utiliser le test à la parole. Donc, normalement, c'est un test.
Et ce qui marche bien, c'est vous pouvez parler, mais pas chanter. Ou alors vous pouvez parler, mais pas tenir une conversation. Voilà. Comme là, par exemple, je suis en train de parler. Normalement, si je fais une activité moderne, je ne peux pas vous faire ça. Parce que je vais faire. Voilà. On va sentir que j'ai un petit peu le souffle qui commence à saccader. Au niveau donc, comment pratiquer? Alors, toujours comment pratiquer? Il faut toujours faire un échauffement et une récupération, c'est très important. Ce n'est pas valable que pour les femmes enceintes, c'est valable pour tout le monde. Donc, le minimum syndical, c'est 5 minutes d'échauffement et 5 minutes de récupération. Ça peut être plus long si on en a besoin. Ça peut être plus long s'il fait froid, par exemple. Enfin, voilà. Donc, par exemple, pour une séance d'endurance, donc ça peut être de la marche, ou ça peut être du vélo. Alors, vélo, sur un vélo, c'est pas un vélo qui est arrivé. Permet un déplacement. Voilà, pas le vélo pour se déplacer. Voilà, parce qu'il y a un risque de chute. Donc, si possible, on évite le vélo assez rapidement par rapport à ce que chute. Donc, ces séances-là, on peut faire soit une séance en plateau, c'est-à-dire qu'on augmente progressivement l'intensité pour arriver à une intensité modérée, et après on diminue tranquillement. On peut faire ce qu'on appelle de l'intervalle training. La première solution, c'est quand on est à cette intensité modérée, de temps en temps, si on a besoin, on sent que c'est un petit peu difficile, on peut diminuer l'intensité. Donc, par exemple, 10 minutes à une balle, 5 minutes, on calme un petit peu le jeu, voire on stoppe, et on reprend 10 minutes, et ainsi de suite. Ça peut être le début. On peut aussi faire de l'intervalle training protocole 4-1 classique, donc 4 minutes à une base, et puis 1 minute, on augmente un petit peu plus l'intensité pour aller chercher les adaptations cardio-respiratoires. Mais ça, c'est plutôt pour la femme qui va être un petit peu sportive et qui veut s'entretenir. Alors, l'inactivité physique, je l'ai définie tout à l'heure. Donc, l'objectif pour la femme, c'est à la fois d'être active et de limiter la sédentarité. Il est préférable dans une journée d'avoir des temps d'activité physique qui sont adaptés au niveau d'activité physique antérieure et au terme de la grossesse, qui sont ponctués de vraies phases de repos assis ou allongés. Et de sieste si on est fatigué plutôt que d'être sédentaire toute la journée. Donc, je me repose toute la journée, je ne fais rien de la journée, ça, c'est pas ce qu'il faut préconiser. C'est vraiment, je peux très bien aller faire une marche d'une demi-heure parce que je me sens un petit peu en forme, et après, je suis fatiguée, je fais une sieste de 2 heures si j'en ai besoin. Et je refais une marche après, il n'y a pas de souci. On se repose, mais on essaye de garder le temps d'activité. L'activité physique, donc, ça peut augmenter les contractions utérines pendant l'effort. Ce n'est pas forcément grave, il ne faut pas tout de suite paniquer dès qu'on a des contractions utérines, mais elles doivent passer lorsqu'on s'arrête. Donc, si possible, on s'allonge, parce que c'est encore mieux que la position assise. On s'allonge, on attend que ça passe. Et puis, voilà, si par contre, on sent que les contractions ne passent pas, qu'elles augmentent en fréquence, qu'il y en a plus de 10 par jour, on appelle éventuellement sa sage-femme, on appelle éventuellement quelqu'un d'autre, carrément, voilà, si on sent que les contractions sont très, très rapprochées. Mais voilà, pas de panique dès qu'il y a des contractions. Donc, les astuces au quotidien pour être plus active. Il faut poursuivre ses activités habituelles, évidemment, ménage, jardinage, etc. Attention à sa posture, parce que la posture est modifiée. On garde le dos droit, on évite d'appuyer sur l'utérus. À moins d'être chargé, on préfère les escaliers à l'ascenseur. Si possible, on marche au lieu de prendre la voiture pour aller chercher le pain, pour récupérer les enfants à l'école. Quand on est au travail, si on est souvent assis, on essaie de se lever. On dit qu'il faut se lever toutes les heures, voire toutes les 30 minutes, pas longtemps, mais juste voilà, marcher un peu, profiter pour aller boire un coup, aller aux toilettes, aller directement voir un collègue plutôt que de lui envoyer un mail ou de lui passer un coup de téléphone. Voilà, tout ça, ça va favoriser l'activité physique, blablabla. Et donc, il faut savoir qu'il y a des cours de préparation à la naissance qui font partie du parcours de soins de la femme enceinte, qui de plus en plus intègrent les activités physiques parce que les sages-femmes sont déjà très sensibilisées à ça. Donc, ça peut être du travail sur ballon, du yoga, de la danse, de la piscine. Il ne faut pas hésiter à en parler très rapidement à sa sage-femme parce qu'il y a une partie des séances qui sont prises en charge, mais les sages-femmes proposent aussi, à moindre coût, de faire des séances avant d'entrer dans ce parcours du 7e ou du 8e mois. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc les activités possibles, il y en a plein, sachant que la course à pied, ça concernera bien sûr les femmes qui faisaient de la course à pied avant, on ne va pas se mettre forcément la course à pied quand on est enceinte. Premier trimestre, voire le deuxième, si c'était déjà pratiqué avant. Le vélo en extérieur sur terrain plat, donc on fera attention aux de chute, on évite de les péter.
le ski de fond et les activités en altitude, alors en moins de 2500 mètres. Les activités qui sont interdites, la plongée, les activités en haute altitude, les milieux extrêmes, la musculation avec des charges importantes, l'haltérophilie, les sports à risque de coups, de chute, sport collectif, combat, glisse, sensation motorisée, l'équitation. Les activités conseillées, donc la marche active, évidemment, le vélo d'appartement, voilà, c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Les raquettes, donc les raquettes dans la neige, dans le badminton. Natation, aquagym, toutes les activités aquatiques sont vraiment bénéfiques, notamment au niveau du retour veineux, et puis parce que la portance de l'eau facilite quand même l'activité physique. Gymnastique douce, danse, yoga adapté, pilates adapté, renforcement musculaire adapté. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Quelques exemples d'exercices. Je crois que c'est ma dernière diapo, si vous pouvez y arriver. Donc, j'ai remis le guide que vous a montré Clémentine, parce qu'il est vraiment bien fait, il résume tout, et puis vous avez des exemples d'exercices comme ceci. Donc, le premier qui est un exercice voilà, pour renforcer un petit peu au niveau du dos et des fessiers, les quadriceps, des exercices d'étirement. Il y a plein de choses qu'on peut faire sur tapis, debout, sur des ballons. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du niveau d'activité physique, donc il ne faut pas hésiter à se faire accompagner par le professionnel qui vous suit. Ah non, j'ai oublié ça. Il y a des signes d'alerte à surveiller pendant l'activité physique, je vais les passer très régulièrement. Un essoufflement persistant, excessif à l'effort, qui n'est pas soulagé au repos. Des douleurs ou sensations de pression dans la poitrine, donc ça c'est une force médicale, on est d'accord, on appelle l'ESPO, parce que c'est pas vrai que pour les femmes enceintes, c'est pour tout le monde. Les contractions utérines qui sont régulières et qui sont douloureuses et qui ne sont pas soulagées au repos. Saignement vaginal, des fuites de liquide amniotique qui pourraient indiquer une rupture des membranes, des vertiges, malaises ou maux de tête, une faiblesse musculaire qui affecte l'équilibre et une douleur ou gonflement du mollet. Voilà. Et j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour vos deux présentations qui étaient complémentaires. C'était intéressant d'avoir les deux points de vue. Du coup, on avait prévu à la fin de ces deux présentations de faire un temps d'échange. Peut-être que nous, en tant que modérateur, on peut peut-être rebondir un petit peu là sur ce que vous avez dit. Peut-être si vous voulez commencer. Ouais, donc on va avancer, c'était super intéressant. Moi, j'étais très étonnée qu'en fait, l'activité physique diminue en fait. On remarque qu'en fait, il y a de moins en moins de femmes qui ont une activité physique durant la grossesse. J'ai l'impression qu'il y a plutôt une prise de conscience de l'importance de bouger pendant sa grossesse. Donc, comme quoi, ça concerne finalement peu de personnes. Ouais. Voilà, qui entendent le message et qui ont envie de l'appliquer. Voilà, c'est ça. Donc, elles ont vraiment besoin d'être soutenues dans cette démarche. Ouais. Et c'est plus compliqué. Et du coup, je pense que ça veut dire que ce message doit vraiment être porté aussi par tout le monde, que ce soit aussi bien les généralistes, dans toute la profession, que ça se diffuse ensuite au niveau de la société. Effectivement, c'est pas toi, tu veux aller marcher, tu fais marcher 40 minutes, mais si tu pas, tu es dans le bébé. C'est vraiment une personne comme ça. C'est pas dans leur famille, leur entourage, elles sont pas dans l'envie. Donc, c'était la j'étais assez de ce chiffre-là. Juste pour rebondir là-dessus, il y a eu, moi je me suis très occupée à la base, j'étais au CHU et en fait c'est mon directeur de thèse qui avait encadré, présidé une thèse d'un médecin généraliste sur ce sujet. Et en fait, elle avait envoyé des questionnaires sur l'activité, comment la grossesse, aux professionnels qui suivaient les femmes. Donc il y avait des sages-femmes, des gynécos et beaucoup de médecins généralistes, je crois. Et l'idée, c'était de faire un point, de savoir est-ce que les professionnels parlaient de ça, est-ce qu'ils étaient allés sur ce sujet. Ah oui, pardon. Enfin voilà. Et du coup, la conclusion, c'était que les professionnels abordaient assez peu le sujet parce qu'ils n'étaient pas forcément à l'aise sur la question. C'est pas quelque chose qu'on voit dans les cursus. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a un vrai travail à faire au niveau des professionnels qui encadrent ces femmes. Et puis, c'est pas la même chose, proposer quelque chose, connaître l'importance, mais après, il faut savoir vers qui orienter. C'est-à-dire que, effectivement, on voit quand même que la plupart, à part la marche,
Par exemple, yoga adapté, ben, on va savoir qu'est-ce qui en fait. Pilates adapté. Il faut les répertorier et puis Voilà. après, il faut vraiment coacher les femmes pour les encourager. En fait, elles sont quand même. Je pense qu'en tant que praticienne, c'est aussi ça, c'est dire, ah, c'est bien beau, je dis, c'est intéressant de faire des activités, mais si j'ai pas quelque chose à proposer derrière à la femme, donc pour les sages-femmes, c'est plus facile parce qu'effectivement, il y a de la prépa et la plupart ont des choses à proposer, mais pour les gynécos, par exemple, ou les généralistes, ça peut être intéressant d'avoir justement un petit répertoire de qui propose quoi, par exemple. Ouais. C'est toujours, Il y a peut-être des questions sur le chat, c'est ça? ouais. Qui finalement peut prescrire l'activité physique, gynéco, sage-femme, médecin généraliste, l'activité physique adaptée, hein, on a dit. Alors, du coup, pour la prescription, ça va être médecin. Non, voilà. Ah, les sages-femmes ne pas. Non. Non. Voilà, le droit de prescription, oui, c'est vraiment dédié au médecin. Oui, donc ça veut dire, parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant, qu'il y a des séances d'activité physique adaptée qui peuvent être remboursées en plus de la préparation. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir sur l'activité physique, et c'est vrai pour tout le monde, pas seulement pour les femmes enceintes, c'est que l'activité physique, depuis mars 2022, alors avant, elle était prescrite uniquement en des AID. Il n'y avait que ce cadre-là qui rentrait dans la prescription. On pouvait conseiller en tant que médecin l'activité physique, mais on ne pouvait pas la prescrire. C'est des maladies chroniques. Hein. Voilà, infection longue durée, donc c'est mixte quand même assez restreint. C'est 30 AID. Et maintenant, donc, on peut prescrire l'activité physique. Alors, il y a les spécialistes aussi, parce qu'avant, c'était que les généralistes. Donc, les spécialistes et les généralistes peuvent prescrire l'activité physique pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes qui présentent des facteurs de risque. L'obésité, qui sont en perte d'autonomie. donc les femmes enceintes qui sont avec un. Je pense que ça, c'était. Moi, c'est quelque chose que j'ai relevé. Alors, moi, après, je parle avec mon regard d'obstétricien. Moi, en plus, j'évolue dans une structure où on traite beaucoup de grossesse à risque. Pour moi, j'étais surpris, en fait, de voir l'obésité, en fait, apparaître dans les, on va dire, dans ces contre-indications entre guillemets relatives sur la prescription, parce que justement, en fait, c'est ces patientes qu'il faut, enfin, nous, on aimerait cibler, parce que je trouve intéressant la remarque de dire que pendant la grossesse, certaines patientes vont être réceptives justement à peut-être changer en fait un comportement. Et l'activité physique adaptée à la grossesse dans ces situations-là, c'est vraiment un très très bon vecteur pour des fois relancer des patients dans une dynamique de soins qui était un petit peu perdue. Et là, en fait, ça leur donne une approche qui est différente de la consultation du soin en leur disant, bah, finalement, l'activité sportive, c'est une façon, en fait, de regagner le soin, de pouvoir vous suivre et puis après de changer, en fait, un comportement sur le futur, quoi. Et bon, je pense qu'on en a, sur l'obésité, on en a déjà pas mal discuté, le surpoids, etc. On n'est encore pas assez, moi, je pense, réactif là-dessus. Agressif. Enfin, on devrait, les patientes. Et le problème, c'est que c'est un problème sociétal parce que pour les professionnels, c'est pas facile en fait d'aborder ce la sujet-là. question du surpoids et de l'obésité sur une consultation et de trouver les mots en fait pour à la blesser. Voilà. Pour ne pas être dans le jugement, mais quand même aborder l'intérêt et le fait que c'est peut-être le moment. Il y a quand même déjà le mot obésité, c'est vrai qu'il est. Je veux dire surpoids. Voilà, l'obésité, c'est vrai que c'est pas toujours pas bien perçu, mais si tu parles de surpoids et que tu vas vraiment sur les bénéfices, en fait, il faut vraiment les motiver. Donc, c'est vraiment pas partir sur les. Moi, je pense pas qu'il faut partir vraiment. Mais c'est vraiment sur les bénéfices qu'elles vont avoir une activité physique pour elles et pour leur bébé, parce qu'elles ont vraiment envie de bien faire pour leur bébé. Après, moi, la remarque aussi que je me suis fait en écoutant les topos, alors je trouvais que c'était intéressant de dire voilà, qu'il y a une évolution maintenant des pensées, que le sport en la grossesse, c'est pas du tout quelque chose qui est dangereux, mais il faut quand même avoir bien conscience que là, autour de la table, on est à l'aise avec ce concept, qu'il y a encore énormément de patientes qui sont pas à l'aise avec l'idée de faire du sport et pour lesquelles en fait l'entourage véhicule un message en fait qui est négatif. Avoir rappelé que l'activité sportive en fait ne modifie pas le risque de prématurité, ça c'est extrêmement important parce que moi en fait c'est des choses que je répète au quotidien. Et en plus, chez des patientes en prévention secondaire, c'est-à-dire des patientes qu'on prend en charge pour des menaces d'accouchement prématuré, à une époque où on leur disait malade, vous rentrez à la maison, vous ne bougez plus. Ça, aujourd'hui, ça n'a plus du tout d'impact. Ces situations, on les réserve. Très, très, très rares situations. Et en fait, il faut encourager, même chez ces patients, à dire vous sortez de l'hôpital, c'est pas un district, il faut faire le tour du pâté de maison, il faut bouger. Et
ça, c'est un message en fait qui est très culpabilisant parce que les patientes, dès qu'elles arrivent, en fait, si elles sortent de l'hôpital, il y a toujours l'entourage, une belle-sœur, une sœur, une grand-mère qui va dire ah non, 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 surtout pas. Enfin, moi, à mon époque, on ne devait pas bouger, tu te rends compte, je me suis mal levé. Et ça, travailler sur ces tableaux, c'est pas évident, je trouve. Oui. Après, c'est aussi quand elles vivent l'expérience, c'est-à-dire que quand tu leur fais respirer correctement, que tu la remets dans une activité modérée et qu'elles perçoivent tout de suite que les contractions se calment. Après, l'autre chose, c'est que vous voyez, par exemple, autour de la table, vous êtes hyper à l'aise pour discuter de ça. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de professionnels qui soient aussi, on va dire, engagés et qui aient la connaissance en fait, pour pouvoir informer comme ça les patients et prendre le temps. Alors qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, dans la consultation prénatale, on met pas l'accent. Enfin, moi, je pense on doit progresser encore aussi là-dessus, quoi. Mais si vous avez peu de temps, c'est d'adresser. Nous, enfin, dans la préparation à l'accouchement, c'est vrai qu'on a le temps de livrer ces messages. Donc, c'est peut-être plus à nous de le faire, mais que vous commenciez à lancer le truc en disant que vous, de votre point de vue médical, c'est vraiment important. Puis après, nous, on peut développer le sujet, mais peut-être juste d'activer l'histoire après. Après, en prépa, ça fait tard déjà. Hein. On est au 4e mois, tu as l'entretien du 4e mois. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire auprès des médecins généralistes parce que c'est eux qui vont voir les femmes tout au début de la grossesse en général et peut-être que c'est là qu'il faut mettre le levier. C'est tous ceux qui font des déclarations de naissance. Quoi. Après, il y a des déclarations de naissance, mais après, il y a aussi un levier qui est sur toutes les actions en fait, sanitaires qui sont menées très tôt en fait, chez les collégiens, chez les lycéens, en fait, les sensibiliser en fait, à ce moment-là en disant en fait, aujourd'hui, une grossesse, voilà les représentations qu'on en a. Aujourd'hui, quand on est en bonne santé, démarrer une grossesse, ça sous-entend aussi continuer à faire de l'activité physique, comme déjà on devrait le faire en dehors de toute grossesse, et que ça doit continuer et perdurer. Comme le message de maintenant, c'est quand même acquis qu'il ne faut pas boire d'alcool et qu'il ne faut pas fumer pendant la grossesse. Là, je pense que c'est des messages quand même qui ont été intégrés par la plupart des personnes. Il faudrait que l'activité physique, ça fasse partie de ces habitudes de vie, en fait. Aussi sur la diététique avec le programme Madame, je ne sais pas quoi. Donc peut-être que du coup, peut-être que ces informations elles vont commencer à se diffuser davantage, à la fois la diététique et l'activité physique. Après, moi, je pense que c'est un message qui est quand même bien passé. Alors après, par exemple, sur les slides, là, je voyais, alors moi, c'est pareil, c'est un regard du coup professionnel et je me dis, c'est là où on voit que ça mérite encore qu'on coordonne encore un peu mieux. Par exemple, quand je vois les contre-indications absolues, notamment les grossesses strictes. Par exemple, moi, pour suivre des grossesses strictes, là, j'ai l'avantage de les voir très tôt. Et ces patients, par là, j'emploie vraiment le terme de marathon et je leur dis, un marathon, ça se prépare et là, je leur dis toutes les semaines, je vous demande quand vous venez voir à ma consultation de me dire ce que vous avez fait comme activité. Et même là, si tout va bien, vous sortez, vous marchez, vous allez faire un tour de vélo. Il faut préparer en fait son organisme. On ne peut pas arriver comme ça à 28-30 semaines avec 3 bébés dans son ventre et n'avoir rien fait avant. Je trouve l'image de dire qu'en postpartum, il y a plein de choses qui vont se passer, mais c'est tellement vrai pour ces patients-là. Avoir une condition physique préparée pendant la grossesse, ça prépare la suite d'une meilleure façon, quoi. Mais quand on voit qu'en dehors de la grossesse, la femme elle a déjà beaucoup de difficultés vis-à-vis des mêmes images qu'elle se renvoie quand elle fait une activité physique, t'imagines pour la femme enceinte ce que ça peut représenter. Donc vraiment, pour elle, c'est une vraie démarche. Donc c'est pour ça que elles ont vraiment besoin d'être motivées. Moi, j'ai vécu ça personnellement. J'ai trouvé qu'il y avait un regard hyper négatif des autres des personnes qui vous regardent de faire de l'activité physique. Moi, j'ai eu plusieurs fois des regards. Je me dis, bon, on n'a pas encore au stade, on verra des femmes enceintes marcher comme petites affaires dans la rue. C'est un petit peu compliqué, quoi. Mais je pense que ça va évoluer tout doucement parce que justement, il y a ce genre d'initiative avec le petit fascicule qui permet de diffuser l'info. On en a reçu tout un tas dans les maisons sport santé. J'ai vu que tu en avais en bas. Voilà, j'en ai pas mal. Donc, voilà. Les maisons sport santé, je ne sais plus combien il y en a sur le territoire, mais on commence à y en avoir un paquet. Donc, ça va permettre de diffuser ces informations un peu plus largement, justement, aux femmes enceintes ou aux personnes qui connaissent des femmes enceintes. Et puis après, je ne sais pas si dans les gens qui sont connectés, là, s'il y avait d'autres questions, s'il y avait des gens qui voulaient rebondir.
des examens complémentaires avant. Du coup, tu as le questionnaire. Ouais. Après, pour moi, pas particulièrement, parce qu'en final, enfin, les examens, il y a des examens réguliers dans le cadre de la grossesse. Si la grossesse se passe bien, il n'y a pas de raison de faire des examens. Non. Non, je pense que c'est important. Peut-être si on peut apporter une touche aujourd'hui, on a des chiffres très précis, par exemple, sur les rapports de mortalité maternelle. Aujourd'hui, on sait que le principal facteur de risque, hormis tout ce qui est dépression et suicide, en fait, c'est les décès par maladie cardiovasculaire. Non diagnostiqués, on sait que la grossesse, c'est une période à risque pour faire décompenser en fait, ces pathologies. Et c'est sûr que pour le problème de santé qui aborde en fait, de toute façon, pour n'importe quelle grossesse, on doit maintenant axer quand même l'interrogatoire sur les antécédents familiaux notamment. Et voilà, adapter Et dépister et d'éventuels dépister problèmes des situations qui pourraient être à risque pour l'activité physique. Ouais, des compensations. Après, hormis les cas extrêmes qu'on a vus des fois dans des journaux un peu de sensation, où on voit qu'elles sont enceintes, qu'elles font un marathon, etc. Aujourd'hui, beaucoup de femmes enceintes qui sont dans une idée de faire une activité physique, elles font vraiment quand même une activité physique qui est adaptée. Enfin, elles le préparent, elles se font conseiller et elles ne se lancent pas dans des choses un peu extraordinaires, quoi. Après, on n'a pas trop dit, mais ça permet aussi d'intégrer le papa parfois sur certaines activités, parce que lui aussi, ça va être une aventure. Et je trouve que c'est, par exemple, sur la danse, c'est aussi une activité qui permet d'intégrer le papa, et je trouve que c'est chouette. On n'en parle pas beaucoup, là. Ouais. Oh, Ouais. on n'a pas parlé un peu de ça. Non, mais après, je pensais aussi au postpartum, c'est vrai qu'on l'a évoqué un petit peu tout le long, mais peut-être beaucoup plus brièvement que la grossesse. Mais on parle du marathon de la grossesse et de l'accouchement. Mais souvent, je pense qu'on se dit, voilà, c'est l'aboutissement de la chose. Après, on a le bébé, puis c'est bon. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'après, avoir un nouveau-né. Alors, chez certaines personnes, c'est plus facile que d'autres parce que ça dépend du bébé, ça dépend de comment s'est passé l'accouchement et la grossesse. Voilà, ça dépend de la présence justement du papa, de la maman. Voilà. Mais c'est important de penser qu'après, il va falloir se remettre de tout ça, que ça peut prendre du temps et que, évidemment, plus on arrive en forme à son accouchement, il y a la récupération. Et puis plus ça va être facile, pas facile, possible de gérer les nuits difficiles, voilà, les journées un petit peu épuisantes à prendre beaucoup de soins du bébé et pas forcément soi. Ça va être plus facile de le gérer psychologiquement et physiquement si on arrive en forme et qu'on essaie d'avoir une activité physique. Je crois qu'il y a une autre question qui est apparue, du coup. Alors, il travaille avec... Tu peux lire la question, Audrey. Oui, pardon. Donc, après la grossesse, est-ce que c'est éligible à une prise en charge dans le cadre du réseau sport santé? Je vais peut-être juste rappeler ce que c'est le réseau sport santé. Donc, le réseau sport santé, c'est un réseau local donc, qui est Bourgogne-Franche-Comté. C'est un réseau qui permet, donc, quand il y a une prescription médicale, voilà, on a un numéro à guichet unique où les patients ou personnes qui présentent des facteurs de risque peuvent appeler pour pratiquer une activité physique adaptée. Et ça permet une prise en charge financière de l'ordre d'à peu près de 50% maximum, mais qui est quand même hyper intéressante. Et on a un travail justement avec le réseau sport santé sur activité physique et grossesse. Voilà, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de créneaux, mais il y a des formations qui sont mises en place pour justement avoir plus de créneaux, donc former des professionnels là-dessus. Et je ne sais pas si, dans un premier temps, les femmes enceintes ne sont pas éligibles, on va dire, au financement. Sauf si elles font partie elles ont un facteur de risque supplémentaire comme l'obésité. Mais comme on l'a dit, il y a quand même pas mal de femmes, finalement, qui sont concernées par des facteurs de risque, poids ou obésité. Donc, moi, j'ai une question pour toi, Clémentine, par exemple. Toi, tu es sage-femme et du coup, tu es très impliquée en fait, sur cette thématique-là. Donc, forcément, dans l'accompagnement des patients que tu vas mettre ça en place. Combien il y a de sages-femmes à peu près aujourd'hui qui sont prêtes qui peuvent en fait donner des conseils d'activité physique au cours de la grossesse, accompagner avec un programme?
est-ce que ça doit se concevoir en fait en collaboration avec des professeurs d'activité physique adaptée? Enfin, Je trouve que la collaboration est quand même super intéressante et que nous, on n'a pas le temps de tout faire. Donc, c'est juste de guider, d'organiser, voilà, de promouvoir. Mais après, je trouve que la collaboration est quand même super intéressante entre les deux. Oui. Oui, parce que On n'a pas la même approche, on le voit. Le point de vue moi, je trouve que le point de vue de la sage-femme, il n'est pas le même. Voilà, Clémentine, elle a vraiment une approche plus fine sur tout ce qui est périnée, etc. Et puis sur l'activité physique, nous, on aura on va dire des façons de faire un petit peu différentes sur le renforcement musculaire, sur tout ce qu'on a appris. vous pourriez nous donner par exemple un exemple d'une séance type avec une femme enceinte, enfin, une femme enceinte que vous rencontrez la première fois, ça se passe comment? Alors, la première fois, je vais essayer de voir un petit peu justement le niveau d'activité physique antérieure, de faire un petit peu le tri, de voir comment ça se passe justement. Alors, en principe, je vais utiliser le questionnaire qui me permet de faire un petit état des lieux, de voir s'il y a des complications éventuelles ou si a priori tout va bien et qu'on peut y aller tranquillement. Souvent, je vais les faire un petit peu marcher, voir si elles sont soufflées rapidement. Je vais essayer en même temps qu'elles marchent de commencer à faire des échauffements, faire des petits mouvements, voir s'il y a des douleurs particulières. Si au niveau ligamentaire, ça se passe bien, si le dos est douloureux, si les articulations posent problème. Petit à petit, au fur et à mesure de l'échauffement, on va se rendre compte rapidement du niveau d'activité physique de la patiente, des difficultés qu'elle a éventuellement au regard de la grossesse. Alors, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur les ballons gymnastiques, la mobilisation du bassin dans un premier temps. On peut faire des exercices de renforcement musculaire, justement des squats en utilisant le ballon ou pas, des exercices de renforcement musculaire en déplacement au niveau des membres inférieurs, du renforcement musculaire des membres supérieurs avec ou sans matériel, du renforcement musculaire sur tapis en utilisant par exemple simplement le poids de corps. On peut faire une séance un petit peu aérobie sur vélo. Voilà, c'est Et en postpartum, par exemple, la patiente vient avec son bébé lors de la séance, enfin, comment ça se passe? Alors, je pense que le plus simple, ce serait La gym poussette. La gym poussette, oui. Ça, c'est quand même vachement bien, la gym poussette. C'est mieux parce que ça permet d'avoir le bébé qui est dans la poussette de général, ils sont contents quand la poussette est bouge. Il n'y a pas forcément à porter le bébé parce que c'est vrai que la marche nordique, c'est sympa, mais par contre, attention, le portage sur Et sur la gym poussette, par exemple, c'est des séances collectives, il y a plusieurs patients, c'est individuel. Alors, ce ne sera pas collectif avec 10 personnes en même temps parce que c'est un petit peu compliqué, mais il peut y avoir des séances collectives. Voilà, je sais que. On avait fait plusieurs avec Julien Aubiste. C'est ça, ce côté collectif, en fait, nous, quand on s'intéresse beaucoup à la du postpartum où on se dit aujourd'hui en France, une femme enceinte, elle est bien à peu près tous les 15 jours entre son professionnel de celui qui fait des cours, le suivi, la sage-femme, etc. Puis une fois qu'elle accouche, c'est fini. 2 fois dans le premier mois. Et du coup, on se dit quels sont les outils qu'on a à notre disposition pour favoriser un peu la cohésion et limiter l'isolement. Et c'est vrai que en postpartum, ça pourrait être un message en fait qui devrait sortir en fait à chaque maternité en disant est-ce que vous avez pensé vous à l'activité physique après? Et après, la question c'est est-ce qu'on a les moyens humains derrière? Est-ce qu'il y a combien de professeurs d'activité physique adaptée qui peuvent revoir nous sur une maternité qui fait 2900 naissances par an? Est-ce qu'on serait en mesure de voir Nous, par exemple, notre association propose des yoga par maman-bébé en postnatal, en fait. Les bébés sont là, posés au sol ou en portage, tout est adapté. Voilà, et puis ça séance toute la journée. Les mamans, si elles ont envie de venir avec leur bébé, viennent avec, sinon elles viennent sans. Donc, il y a évidemment tout ce qui est activité physique adaptée, mais il y a aussi, je pense, des profs qui sont suffisamment formés sans faire de l'activité adaptée qui peuvent proposer ça. Notamment, pas forcément de grossesse, je pense que là, c'est un encore plus spécifique. Mais sur du postpartum. Quand on a formé avec Ophélie les profs, enfin les moniteurs APA au réseau Sport Santé, ils disaient bien qu'ils étaient en postpartum, ça leur posait pas de problème, mais qu'ils étaient moins à l'aise avec la grossesse. Oui, et du coup, après la formation, ils ont super adoré et ils étaient motivés. Ils se sont rendus compte que finalement, il n'y avait pas plus de risques. Non, puis qu'ils faisaient déjà ce qu'il fallait, en fait. Qu'ils avaient déjà une notion de ce qu'il fallait, puisque oui, on met tout un truc sous la grossesse, mais c'est pas. Voilà, du moment que la grossesse se passe bien, de toute façon, il faut vraiment que la femme s'écoute,
si elle a mal pendant un exercice, elle a l'outil et puis elle ne le fait pas. Voilà, chaque femme est différente. Il y en a qui vont avoir mal au dos, d'autres qui n'auront jamais mal au dos, c'est fréquent, mais voilà. Il y en a qui vont avoir des douleurs ligamentaires à la limite du supportable, d'autres quand même pas une seule fois dans le process. Donc, c'est vraiment, on s'adapte. Et là, avec l'asso Poupidou, là, il y a des femmes qui ont dansé la salsa, mais vraiment jusqu'à la fin. Il y en a une qui a couché 2 heures après. Hein. Nickel. Hein. Non, c'est chouette. Ouais. Et la marche nordique aussi, c'était super sympa. Parce que tu intègres les papas, c'est eux qui sont quand les bébés en portage, quand ils vont accoucher. Et puis tu fais à la fois les femmes enceintes et les femmes avec les bébés en portage. De mélanger les deux, c'est un partage d'expérience qui est quand même super enrichissant et qui leur plaît vraiment. Après, voilà, c'est vrai que moi, je pense qu'il y a un questionnement aussi à avoir un peu plus sur comment on permet en fait, aux femmes en France de pratiquer une activité physique parce que tu le disais, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont moins actives, qui aimeraient pratiquer, mais qui ne s'en donnent pas le temps, qui ne s'en donnent pas les moyens. Et je pense qu'il y a quand même une contrainte. Alors, je ne sais plus, j'ai plus en tête les chiffres, mais globalement, les femmes, elles sont un petit peu actives jusqu'à l'âge d'avoir des enfants. Et après, elles reprennent l'activité physique, souvent la course à pied, le trail, etc. Une fois que les enfants ont grandi. Il y a quand même un vrai problème autour de ça. C'est que, oui, Ça s'appelle le féminisme, en fait. Et c'est pas ici qu'on va pouvoir les résoudre, ça s'appelle la charge mentale des mères, en fait. Hein. ouais. Voilà, c'est aussi simple. Et le fait que, pour elles, la priorité, ce ne sera pas leur activité. Leur activité sportive, Voilà. ce ne sera pas de prendre soin d'elles. Ce sera dormir les enfants le mercredi. Ça, voilà. Oui, non, mais je pense que les chiffres le montrent bien. Il y a un problème quand même autour de ça. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir pendant la grossesse et aussi la période postpartum. Il y a des modes de garde pour les enfants, des salles de sport qui proposent peut-être une garderie. C'est vrai qu'il y a aux États-Unis, il y avait la crèche dans la salle de sport. Parce que pareil, moi, en tant que femme, je me dis, est-ce que j'ai forcément envie, mais avec les enfants tout le monde, postpartum, avec le bébé, est-ce que quand on va pratiquer une activité physique, on n'a pas envie que ce soit un moment où on se dit que le bébé n'est pas forcément là pour certaines femmes. Quand tu vois même pour la rééducation du périnée, tu en as une sur deux qui ne peut même pas s'accorder 20 minutes pour faire sa rééducation toute seule. Elle vient forcément avec son bébé. Avec le bébé. Après, ça, je pense que c'est aussi intéressant que notre société, elle s'adapte à la présence du bébé en circonstances si les femmes le souhaitent. Voilà, ça devrait être un choix. Voilà, ça doit être un choix. Et là, c'est pas un choix. Voilà. Que les femmes qui ont envie d'évaluer sont indépendantes. Par rapport à la prescription à peu près systématique de la rééducation périnéale, alors qu'il y a beaucoup, alors j'imagine du CMD, de la HS, on dit que c'est seulement sur indication. Sur le périnée. Systématique, mais aujourd'hui, il y a eu des recommandations sur le postpartum, effectivement, qui avait fait un petit peu de bruit sur le fait de ne pas recommander systématiquement en fait la rééducation telle qu'elle était faite, où chaque patiente sortait du maternité avec une ordonnance type, etc., et que ça nécessitait une réévaluation par un professionnel pour savoir en fait si c'était combien de séances, etc., pour adapter. Donc, après, là, sur la rééducation du périnée, on est peut-être sur une thématique encore un peu différente de ce qu'on propose aujourd'hui sur la rééducation sportive. Bah oui, c'est pour ça. Juste pour faire très court là-dessus, on sait aussi que la bénéfice de la rééducation périnale, peut-être que, je ne sais pas, au niveau des études organisées, tout ça, c'est pas fou les bénéfices. Par contre, le bénéfice que la maman ait pu voir sa sage-femme 1 à 2 fois par mois, ça dépend pendant quelques semaines, c'est super important. Ça peut permettre de dépister justement les problèmes de dépression. Voilà, une séance. Donc, je pense que ce côté systématique, il faut le garder parce que ça peut être une consultation d'autre chose. Et puis, elle a évolué, la rééducation. Tu fais aussi une rééducation abdos et le dos. Donc, tu travailles la posture, tu travailles tout ça. Donc, pour les femmes qui n'ont pas d'activité physique, ça permet, nous, pendant ces séances… Après, si on reste sur sport et la thématique postpartum et grossesse, vous, de votre expérience, si vous aviez en une phrase, quel serait l'argument choc pour dire qu'il faut absolument faire du sport pendant sa grossesse? La santé mentale et physique pour elle et son bébé, quoi. Bien vivre, intégrer les bonnes habitudes. Franchement,
Mais c'est ça permet de revenir à son corps, de s'écouter, en fait. C'est important de ne pas seulement être dans sa tête et dans ça, de sentir ce qui se passe pour soi, quoi. Ouais. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ça permet ensuite de se connecter à son bébé, en fait. Oui, c'est ça ce que je disais. Pour terminer, oui, la phrase de Clémentine, c'est la phrase de conclusion parfaite pour cet échange-là. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions. J'en avais une quand même pour terminer, c'est si je veux que mon fils soit un brillant joueur de foot, là, est-ce qu'il faut que je fasse du foot pendant ma grossesse? Est-ce que le sport que je vais pratiquer va faire de lui un... Non, ça va l'inciter à faire du sport ou pas? Est-ce qu'on a des idées là-dessus sur les grands sportifs, c'était des enfants de parents? Et sur la danse, ouais. Et puis sur la danse, les études montrent que les femmes qui ont dansé pendant la grossesse ont des enfants qui sont prédisposés à faire de la musique après. Ah, c'est pas une question complètement farfelue alors. Parce que C'est le mouvement et le balancement et peut-être le rythme, tu vois. C'est certainement qu'elle n'a pas arrêté de danser après, donc ensuite elle a des enfants, il y a des baigné dans la musique. Je ne sais pas, c'est les résultats de l'étude. C'est bien de le penser comme ça. Voilà. Bon. On va conclure. Je vous laisse conclure. Parfait. Enfin, je pense que c'était vraiment intéressant de confronter là, les différents points de vue entre Clémentine, sage-femme, Ophélie, pardon, professeure d'activité physique adaptée, doctorante en sport. Lucille avec nous qui est de l'association Coccinelle. Et puis moi, j'ai donné un petit peu mon point de vue en étant obstétricien, un peu confronté à des situations de grossesse à risque. Et je pense qu'on est tous convaincus que il y a vraiment encore du travail de coordination, mais qu'il y a déjà quelque chose qui émerge et on voit l'importance de diffuser ces messages-là, sport et grossesse, pour une bonne santé mentale et physique, en prénatal et aussi en postnatal, qui est extrêmement important. Donc, en tout cas, merci à ceux qui nous ont invités et qui ont permis ces échanges-là. Et puis, je pense que chacun reste à disposition en dehors de la visio s'il y a des questions qui émergent après. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée.